Rebonjour. J'espère que vous avez bien mangé. Alors, pour parler un peu de cette intervention, je vais vous dire un petit peu comment c'est venu, cette question-là. Donc, lorsqu'on a des grosses discussions déjà pour le thème, chaque année, c'est un peu mouvementé. Et une fois qu'on a choisi le thème, on commence à imaginer un peu certaines interventions ou pas. Et cette année, comme c'est sur la question du sonore, eh bien, évidemment, assez rapidement est venue la question de parler des gens qui auraient un handicap psychosensoriel et des gens qui travaillent cette question-là. Personne dans le groupe le faisait, évidemment. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a invité Elisa, donc, qui est orthophoniste, qui travaille depuis plusieurs années au CRESDA avec des patients malentendants ou sourds. C'est d'ailleurs notre première orthophoniste. L'année dernière, on a eu la diététicienne. Donc voilà, chaque année, on essaie d'avoir différents statuts comme ça. Donc bienvenue. Et on a hâte d'entendre ton intervention. Bonjour tout le monde. Du coup, effectivement, je suis orthophoniste. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, mais j'ai fait mes études sur l'île et puis je suis restée travailler là-bas ensuite. Et du coup, j'ai travaillé avec des enfants malentendants ou sourds. Et du coup, au CRESDA, donc j'y travaille plus, mais on a trouvé que ça pouvait rentrer dans votre thème d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est un peu de ça que je vais vous parler modestement, parce que effectivement, je suis diplômée depuis 2020, j'ai pas exercé depuis super longtemps quand même, mais c'est vrai que les cours m'avaient vachement passionnée pendant les études, et après, j'ai très vite bossé là-dedans, et c'était hyper intéressant. Donc je voulais vous partager toutes ces choses-là. D'abord, j'aimerais commencer par parler un petit peu des différents mots que je vais employer, parce qu'on dit les sourds, est-ce qu'on dit sourd-muet, sourd, on parle de déficient auditif, qu'est-ce que c'est que tout ça? Du coup, il y a l'Organisation mondiale de la santé, elle parle de déficience auditive, et ça englobe d'une part les malentendants qui ont une déficience légère, moyenne, sévère, et les sourds plutôt les déficiences profondes. Voilà, c'est juste un petit schéma qui vient de dire ce que qui vous montre un petit peu ce que je viens de dire. Parce qu'en gros, on teste pour savoir un petit peu si une personne est sourde, on va mettre des sons, un certain nombre de décibels qui testent l'intensité du son, et en gros, on regarde à partir de quand la personne perçoit le son, et si elle le perçoit pas avant 20 décibels, avant 20 décibels, ça va être une surdité légère, etc. etc. Donc voilà. Muet, en fait, ça peut désigner quelqu'un qui est privé de parole, qui parle pas, qui ne produit aucun son, mais en fait, une personne qui n'entend pas ou peu, on dit plus, en fait, on le disait avant, mais on ne dit pas qu'elle est muette, puisqu'elle a aucune... elle n'est pas empêchée de parler. Physiologiquement, elle peut parler tout à fait. C'est pas comme une personne à qui on aurait coupé la langue, une personne qui aurait anatomiquement elle a quelque chose qui va l'empêcher de parler. C'est juste que ce sont des personnes qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas de retour auditif de leur voix. Mais voilà, donc ne plus utiliser sourd-muet pour désigner les personnes atteintes de surdité. Et on parle aussi le devenu sourd, c'est du coup les personnes qui ne l'étaient pas et qui le deviennent pour quelque raison que ce soit. Du coup, je vous parle de ça. Il y a actuellement, là, les chiffres de l'INSERM de 2003, ils disaient qu'il y a un nouveau-né sur 1000 qui naît avec une surdité bilatérale. Et dans 45% des cas, c'est sévère à profond. Donc, dans le schéma que je montrais, voilà, du coup, on parle de sévère à profond, donc c'est malentendant plus ou sourd. Et du coup, depuis 2012, dans les maternités, il y a des dépistages de la surdité chez le nouveau-né. On appelle ça, c'est le dépistage précoce de la surdité permanente néonatale, ça s'appelle. Bon, voilà.
Après, ouais, on peut montrer le Oui. schéma suivant. Là, c'était juste rapidement pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'oreille. Ouais. Du coup, il y a toute la partie visible, c'est du coup la partie externe. On a le pavillon de l'oreille ici, qui sert à capter les sons, qui fait un peu entonnoir, et du coup le canal auditif qui permet de du coup capter le son et de l'amener dans la partie interne de l'oreille, enfin, dans la partie moyenne. Il y a le tympan, donc c'est la petite membrane fine qui est au bout du canal auditif qui va vibrer, qui va faire vibrer les trois. Alors c'est les trois plus petits os de l'oreille qui sont les osselets. Alors ça, c'est, vous savez, dans les triviales poursuites, les choses comme ça, il y a souvent la question quels sont les trois plus petits os de l'oreille, enfin les trois plus petits os du corps humain, et ben ils sont dans l'oreille. Donc voilà, marteau, enclume, étrier. Et donc ils vont vibrer. Et bref, je vous embête pas plus là-dessus, mais c'est plus pour vous montrer l'organe de l'audition, c'est la cochlée, c'est le truc qui ressemble un peu à un escargot. C'est dans l'oreille interne. Donc c'est ça qui nous permet d'entendre voilà, les différentes fréquences du son, donc les sons graves, les sons aigus. Mais le terme sourd aussi, c'est utilisé pour la communauté sourde, c'est-à-dire un peu les sourds signants. Il y a un aspect très identitaire derrière ce terme de sourd, qui est parfois écrit avec un S majuscule. Et du coup, pour vous parler un peu de mon exercice en tant qu'orthophoniste, je suis un peu obligée de vous faire un petit historique de l'histoire des sourds signants de la langue des signes française. Mais je crois qu'ici, on aime bien les historiques. Donc, mais du coup, ouais, dans l'Antiquité, les sourds étaient un peu considérés comme des personnes sans pensée, ignorantes. Après, au Moyen Âge, on a commencé à les accepter. Enfin, la religion a commencé à les considérer, donc du coup, ils étaient un petit peu plus acceptés dans la société, mais bon, en termes de droits, etc., c'était pas encore ça. Au XVIe siècle, les humanistes, ils ont commencé à s'intéresser aux sourds en se disant, tiens, en fait, ils peuvent quand même exprimer des idées avec des gestes, donc ils pourraient peut-être lire, accéder à la lecture. Et c'est vers le XVIIIe siècle qu'il y a les premières écoles pour sourds qui ont eu lieu. C'est à Amiens en 1710, mais malheureusement, une fois que le créateur de l'école il est décédé, l'école a fermé avec lui. Et c'est l'abbé de l'Épée qui a commencé à réfléchir à une méthode. Il s'est dit, bon, ces personnes, je les vois, elles communiquent un petit peu avec des gestes. Peut-être qu'on pourrait utiliser une méthode pour leur apprendre à lire. Et donc, il a inventé une méthode qui associait des mots écrits, des gestes, des images. Et il ouvre une école qui va ensuite permettre de donner des cours en langue des signes, donc c'est l'ancêtre de la langue des signes française. Il va former des professeurs après ça, il y a d'autres écoles qui vont être ouvertes en France. Et le regard commence à changer sur la surdité, et ça permet aussi aux enfants sourds de se retrouver entre eux, de pouvoir discuter entre eux. Et donc la langue des signes commence à émerger, à se développer. Et c'est là que commence à naître ce qu'ils appellent un peu la communauté sourde. Et au 19e siècle, il se passe plein de choses. Du coup, vu qu'il y a ces écoles qui émergent, du coup, il y a l'identité sociale, la communauté sourde, la culture sourde qui se développe avec du coup, les sourds qui accèdent à la langue écrite, à la culture. Donc, il y a des premiers écrivains, ingénieurs, des intellectuels, la langue des signes qui se développe, qui développe toute une grammaire construite comme la langue des signes d'aujourd'hui. Et d'un autre côté, je vais trop vite. Pardon, je vous perds. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Et du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, non, je disais, et d'un autre côté, il y a un courant plus oraliste qui commence à se poser des questions en se disant, oh là là, en gros, c'est toutes ces personnes qui signent, en fait, du coup,
si elles signent, elles vont jamais développer l'oral, et puis tout le monde doit apprendre de la même façon, et donc il y a un peu cette réflexion-là, ces deux courants qui s'opposent. Et en 1880, il y a le congrès de Milan, où c'est un congrès où ils veulent décider un peu des méthodes qui vont être utilisées pour enseigner aux sourds. En gros, est-ce qu'on continue à utiliser une méthode un peu signée, on autorise les signes, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'oralisation et donc on les fait répéter jusqu'à ce qu'ils arrivent à produire des mots. Et finalement, c'est le courant oraliste qui le remporte, et pendant 100 ans, on va interdire aux jeunes sourds dans les écoles à signer. Donc en fait, pendant 100 ans, ils n'ont plus le droit d'utiliser les signes. On considère, bon, il y a plein de raisons, si on cherche un peu, il y a plein de raisons comme, qu'est-ce qu'ils ont dit, ça empêche, ouais, c'est pas une vraie langue, ça permet pas de parler de Dieu, ça empêche de bien respirer, ça favorise la tuberculose, enfin plein de croyances de l'époque. Et du coup les écoles continuent à essayer d'enseigner la lecture et l'oralisation aux jeunes sourds, et ils n'ont plus le droit de signer. Donc dans les faits, il y a plein de témoignages où en fait les enfants signaient dans le dos des enseignants, et la langue des signes devient un peu clandestine. Et donc voilà, donc, c'est quand même hyper strict et hyper comment dire, ouais, hyper strict, hyper net, hyper genre plus le droit de signer. Excluant, tout à fait. Et 100 ans après, donc au XXe siècle, il y a la période qui s'appelle le réveil sourd, où par aussi l'évolution au niveau de la politique sur le handicap qui est en train de changer, etc. Il y a des chercheurs en linguistique, en sociologie qui s'intéressent à la langue des signes française et qui se disent, en fait, qui voient que c'est une langue assez riche, en faisant leurs recherches, ils voient qu'il y a toute une culture qui s'y rattache, donc il y a aussi le regard qui change. Il y a la loi d'orientation de 1975 qui c'est une obligation nationale d'intégration des personnes handicapées. Il y a plein de choses qui changent à cette époque-là. Et c'est en 1990 qu'on commence à reconnaître un petit peu les sourds et leur culture dans le grand public. Il y a Emmanuel Laborie qui reçoit le Molière de la révélation théâtrale en 93. C'est la première sourde. Je vais en parler un petit peu plus tard parce que il y a sûrement plein d'autres exemples, mais moi, c'est mes petits exemples à ma petite échelle parce que j'ai lu son bouquin. Donc je vous en parlerai un peu plus tard. Et là, ce qui m'intéresse moi aussi dans le cadre de mon exercice, c'est la loi Fabius de 91 qui, du coup, dans l'éducation des jeunes sourds, laisse la liberté de choix entre une communication bilingue, c'est-à-dire la langue des signes, et le français écrit, ou une communication orale. Et donc voilà. Et après, la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, qui, du coup, c'est là qu'on va voir la création de plein de services avec des sigles compliqués. Le CEFIS, le SAPEP, donc j'y reviendrai plus tard, parce que c'est un des services dans lesquels j'ai exercé. Je vous explique ça plus tard. Et c'est seulement du coup en 2005 qu'on reconnaît la LSF, la langue des signes française, comme une langue à part entière. Donc 2005, alors que en 2005 c'était il y a 20 ans, quoi. C'était hier. Donc voilà, donc j'étais un petit peu obligée de faire un petit peu cette historique pour vous situer l'exercice de l'orthophonie avec les sourds. Ouais, après je peux passer les résultats. Tu voulais expliquer la naissance de l'orthophonie et son lien avec la communauté sourde en quelques mots? Ouais, du coup, l'orthophonie, c'est né de réflexions du coup d'enseignants, de médecins ORL, d'enseignants. C'était le questionnement de comment pouvoir travailler sur la parole de personnes empêchées, comme au début c'était avec les personnes avec un bec de lièvre, les personnes avec déficience auditive. Donc ça a quand même un lien avec cette histoire du coup des sourds et des malentendants. Et
c'est en 1964 que notre profession elle est reconnue par Suzanne Borel-Maisony, sous l'impulsion de Suzanne Borel-Maisony. Donc au début, du coup 1964, c'est avant ces lois-là que je vous ai dit, 1990-2005, sur la reconnaissance de la langue des signes. Et du coup, forcément, les méthodes, elles étaient très oralistes au début. C'était vraiment faire répéter, faire articuler. Donc, moi, du coup, quand j'étais étudiante encore, on avait eu des cours sur la langue des signes, sur les sourds, et je m'étais vachement intéressée à cette langue très gestuelle, très visuelle que nous, on connaît pas. Nous, notre langue, elle est vraiment basée sur l'oreille, la parole. Et j'avais été fascinée et j'avais essayé d'apprendre un petit peu de mon côté pendant les études. Et j'étais allée à des cafés langue des signes pour essayer d'apprendre du tout. C'est comme les cafés langues, je sais pas si vous connaissez, où on peut apprendre des langues étrangères. Bah là, c'est pareil, mais avec la langue des signes, où il y a des personnes du coup déficientes auditives. Enfin, déficientes auditives, en fait, c'est un terme qu'on utilise plus au niveau médical. Eux, ils aiment pas trop. Ils préfèrent qu'on dise les sourds. Donc, du coup, il y avait des sourds ou des entendants intéressés par cette langue pour diverses raisons que ce soit. Et c'était hyper intéressant. Et il y avait toujours ce petit moment où on se présente et c'était « Toi, tu fais quoi dans la vie ?» Je suis orthophoniste. Et il y avait toujours un petit temps d'arrêt, un petit « Ah ouais, ok, blablabla, blablabla. » Il y avait un peu forcément lié à l'histoire que je viens de vous expliquer, un peu ces a priori, mais toujours bienveillants. Hein. C'était des lieux où il y avait beaucoup de bienveillance, donc c'était. Mais je sentais juste qu'il y avait un peu ce poids de l'histoire. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir tout ça en tête et pour bien comprendre. Voilà pour la petite introduction, en tout cas, c'est fait. Et après, je voulais vous parler du coup de où est-ce que j'ai exercé, vous présenter un petit peu la structure. En fait, les études d'orthophonie, c'est en 5 ans. Et la 5e année, on a des longs stages quasiment toute la dernière année. Et moi, j'avais été en stage du coup au CRESDA, c'est le centre. Régional. C'est le centre régional d'éducation spécialisé pour déficients auditifs. C'est à Pont-à-Marc dans le 59. Et c'est un centre du coup où il y a une structure d'accueil de jour et 2 services. Et les services, c'est les sigles compliqués que vous avez dit tout à l'heure, le SAFEP et le CEFIS. SAFEP, c'est Service d'accompagnement familial et d'éducation précoce, donc c'est qui accompagne les enfants de la naissance à 3 ans. Et le CEFS, ou CEFIS, ça dépend comment on le dit, c'est Service et soutien à l'éducation familiale et à la scolarité, donc là c'était des 3-20 ans. Et c'est des services donc, où les professionnels se déplacent sur les lieux de vie des enfants. Le but, c'est vraiment d'aider à l'inclusion. Et donc, on se déplace dans les écoles, on se déplace à domicile. Donc, c'est pas les enfants qui sont sur place, c'est vraiment un service. Et donc, moi, j'ai commencé en tant que stagiaire là-bas. Et à la fin de mon stage, ma maître de stage partait en congé maternité pile au moment où j'étais diplômée. Et donc, du coup, j'ai pris son remplacement. Et ensuite, à la fin de ce remplacement, on m'a proposé un poste à l'interne, donc à la structure d'accueil de jour, où là, il y a 126 jeunes qui sont accueillis. Il y a un système d'internat ou de semi-internat. Et il y a 3 sections, une session éducation et enseignement spécialisé, une section formation professionnelle pour les 14-20 ans, et une section avec enfants déficients auditifs et handicap associés. Voilà un petit peu pour les services. Ouais. Et du coup, la pratique de l'orthophonie, elle a vachement évolué avec déjà les lois, les politiques sur le handicap, mais aussi par rapport au progrès technologique. Et du coup, par rapport aux appareils auditifs et aux implants. Et donc rapidement, la différence entre un appareil auditif et un implant cochléaire.
Du coup, un appareil auditif, c'est quelque chose, donc il y a un micro qui vient capter les sons, qui peut l'amplifier. Il y a un processeur qui va venir, en gros, amplifier les sons de la parole et réduire un petit peu les sons environnants. Enfin, il se passe tout plein de choses au niveau technique. Et ça, c'est possible que si l'organe de l'audition et la cochlée, le petit escargot, si lui il est préservé, puisque ça va venir juste amplifier le son pour que l'information elle passe en gros plus intensifiée. Bon, c'est pour résumer. Et l'implant cochléaire, là, c'est une opération chirurgicale, c'est une petite opération où là, on vient remplacer l'organe de la cochlée qui n'est plus fonctionnel. Donc, c'est des électrodes qui sont implantées, c'est les petits filets verts qui sont implantés et qui vont être mis dans la cochlée, dans l'organe de l'audition. Et il y a une partie interne, donc c'est la partie verte, qui est reliée à la partie externe, qui ressemble un peu à l'appareil auditif. Et elles sont reliées ensemble par une antenne aimantée. Donc, on voyait des personnes avec des antennes. C'est du coup les implants cochléaires, c'est la manière du coup, de relier la partie externe à la partie interne. Et donc, du coup, ça, c'est une avancée technologique qui a changé l'exercice de l'orthophonie, puisque avec une implantation précoce, c'est possible, du coup, pour des enfants déficients auditifs sévères à profond, de pouvoir percevoir des sons, de pouvoir développer la parole, de pouvoir entendre. Donc, ça a modifié beaucoup notre exercice. Du coup, je voulais vous parler aussi de 3 petits cas cliniques. Du coup, quand j'étais dans le premier service, donc celui qui accompagne les enfants en inclusion, qui accueille des 0-3 ans, là, j'ai travaillé avec une petite de 2 ans, sourde profonde dans le cadre d'une encéphalopathie. Elle était bien implantée, donc c'est-à-dire qu'elle avait des implants des 2 côtés. Elle a été implantée de manière assez précoce. Et ses 2 parents entendaient. Donc eux, ils avaient plutôt un projet oraliste. Le but, c'était qu'elle puisse développer le langage, qu'elle puisse apprendre à parler. Et donc c'est une petite qui a été hyper accompagnée avec du coup 2 parents très stimulants. Elle a été prise en charge très précocement. Ses implants fonctionnaient bien. Et donc elle avait diverses interventions à la maison. Après, c'est une petite, dans le cadre de son encéphalopathie, qui avait aussi des difficultés motrices. Donc, elle était suivie, elle avait 3 séances de kiné par semaine, une séance de psychomote, elle avait de l'orthophonie, des séances éducatives. Donc, les parents étaient beaucoup derrière. Donc, c'est une petite qui a été énormément stimulée. Donc, il y avait quand même un retard de langage, puisque même si l'implantation était précoce, il y a quand même toute la partie sans les implants où le bébé, normalement, il est dans un bain de son, bain de langage que là, elle n'avait pas eu. Mais moi, quand mon poste s'est arrêté là, elle parlait pas encore. Et quand j'étais du coup à l'accueil de jour, j'allais voir de temps en temps mes collègues du service, de mon ancien service, et j'avais des nouvelles. Et notamment, j'ai vu une vidéo où cette petite, elle parlait comme si elle avait jamais eu de surdité. Enfin, c'est franchement un parcours assez impressionnant. C'est une petite où maintenant, aujourd'hui, si vous êtes derrière elle et que vous parlez en chuchotant, elle vous répond. C'est une petite qui a une sœur jumelle qui, elle, est entendante. Elle avait pas de surdité du tout. Et quand elles sont rentrées en maternelle, elle avait un niveau de langage plus développé que celui de sa sœur jumelle, parce que, très stimulée. Donc assez impressionnant. Donc voilà, c'est une petite qui aujourd'hui se développe bien. Donc, au niveau moteur, elle est toujours un peu gênée. Elle marche avec un déambulateur, mais en tout cas, au niveau du développement du langage, c'était assez impressionnant. Ensuite, quand j'ai travaillé à l'accueil de jour, j'ai rencontré un jeune de 12 ans
Lui, du coup, il avait une surdité sévère et il a grandi avec des parents sourds. Donc sa langue maternelle, c'est la langue des signes française. Et lui, il a été appareillé. Ses parents ont toujours refusé qu'il soit implanté parce que pour eux, leur langue, c'était la langue des signes. Donc voilà. Donc lui, le projet, c'était plutôt le bilinguisme, langue des signes et langue écrite, lecture, écriture. Donc c'était ça le projet. Donc lui, ça a été rigolo parce que moi, d'un côté, l'objectif, c'était du coup de l'aider à développer cette lecture, cette orthographe. Et puis lui, de son côté, en fait, il m'enseignait clairement sa langue des signes. Donc c'était un échange tout au long de ce suivi. C'était hyper intéressant. Et quand, du coup, toute la période où je le suivais, j'allais beaucoup plus au Café Langue des Signes pour essayer de développer cette langue des signes, de pouvoir communiquer avec lui. Il était rigolo, c'est quelqu'un, c'est un jeune hyper curieux qui pose plein de questions. Et donc qui était ravi de pouvoir me montrer à chaque fois plein de signes. Alors, parfois, il faisait exprès de me dire un peu des bêtises. Donc parfois, je vérifie un peu parce que bon, il faudrait pas signer n'importe quoi non plus. Mais voilà, bon, avec lui, en tout cas, c'était rigolo. L'objectif aussi, c'était l'entraînement à la lecture labiale. C'était l'aider à prendre plein d'informations, à essayer de pouvoir comprendre son interlocuteur. Donc, on s'entraînait à la lecture labiale. On avait fait un binôme avec une copine de sa classe qui aussi avait le même profil, surdité sévère, avec des appareils mais pas d'implant, des parents sourds signants. Et du coup, c'était rigolo, ça faisait une autre dynamique à trois. Et du coup, c'est là qu'on voit que c'est une langue à part entière et que chaque individu a sa propre façon de signer. Comme nous, on a nos différentes voix, on a des voix différentes, on a des façons d'articuler, des façons de poser sa voix. Eux, ils ont une façon de signer aussi qui diffère de chacun, en fonction de chaque individu. Donc ça, c'était intéressant pour moi de le voir aussi avec eux. Et bon, plein de petites anecdotes. On se dit souvent que travailler avec des sourds, ça doit être très silencieux, très... Et en fait, et en fait non, parce que surtout des enfants sourds qui ont grandi avec des parents sourds, c'est qu'en fait, ils sont pas... ces réflexes-là nous, on apprend que il faut pas claquer les portes, on apprend que parce que déjà nous, on a ce retour qui nous gêne. On apprend que quand on doit pousser sa chaise, on la soulève et on la fait pas couiner par terre sur le parquet parce que c'est gênant. On apprend que quand on se lève le matin, le premier, on essaie de pas faire trop de bruit pour pas réveiller les autres. Plein de petites choses qui font qu'on apprend à pas être trop bruyant. Et eux, pas du tout. Et aussi, c'est vrai que ça arrivait régulièrement qu'ils pètent en séance et qu'ils se rendent pas forcément compte que moi je pouvais l'entendre. Donc plein de petites choses comme ça qui sont assez drôles. C'est des enfants du coup qui ont appris forcément à capter plein de choses au niveau de leur environnement, au niveau visuel. Et en fait, dès que j'avais le moindre changement, il suffisait que je me mette une fois du vernis, ou encore du vernis, c'est visible, mais je sais pas, dès que vous avez la moindre cicatrice, le moindre truc qui change par rapport à d'habitude, ils le repèrent tout de suite. Ils repèrent toutes vos petites manies. Faut savoir qu'en langue des signes, les prénoms n'ont pas vraiment de valeur d'importance parce qu'ils les entendent pas. Donc il y a des prénoms signes. Et souvent, c'est lié à soit un trait de caractère, soit un trait physique. Et là-dessus, ils prennent pas trop de pincettes, quoi. Et dans la langue des signes, de toute façon, il y a beaucoup moins de détours, de faux semblants. C'est une langue assez cash, quoi. C'était quoi ton nom? Moi, ils m'ont pas trop trouvé. Après, comme j'ai un petit problème de main sèche, j'ai toujours les mains sèches, toujours en train de me mettre de la crème, de me frotter les mains.
Et donc, moi, c'était un peu ça. Après, nous, enfin, c'est vrai que les entendants, on a tendance à vouloir mettre notre initiale dans notre nom. Donc, je l'avais un peu transformé. C'était voilà, le L qui glisse dans la main. Les souris, ça c'est les entendants qui mettent les initiales, parce que le L, ça se fait comme ça. Donc voilà, mais ils repèrent tous les tics de tout le monde et ils se moquent. Enfin, voilà, entre eux, c'est vrai que c'est un peu le sujet, leur sujet de rigolade. Donc il y a même, de toute façon, il y a le signe officiel et puis il y a aussi comment eux ils parlent de vous, comment ils vous nomment entre eux. Enfin, ça c'est rigolo aussi. Euh, ouais. Non, je repense à des choses, mais. Euh, par exemple, toutes les personnalités, enfin, tout le monde a un nom signe. Macron, c'est les pattes. Euh, Comment? J'ai autre chose en tête. Je sais pas pourquoi j'ai retenu que lui en plus, mais tous les pays, tous les noms propres en fait, ce signe ont un signe. Voilà, Paris, c'est la tour. Bon, voilà, tout est de toute façon très visuel. Donc en fait, c'est hyper intéressant dès qu'on se penche un peu dessus. C'est chouette. Et puis, je pense que vous pouvez le constater, mais je suis pas hyper extravertie. Et c'est une langue où justement il y a plein de choses qui passent par le corps, par les expressions, c'est pas juste les mains. C'est une langue où les expressions du visage sont très importantes. Euh, les expressions du visage, la position du corps, l'orientation. Il y a plein de variations qui sont hyper importantes. Et donc, c'est vrai que c'était un peu un challenge aussi pour moi d'essayer d'apprendre un petit peu cette langue qui est très expressive. Donc, c'était d'autant plus intéressant. Voilà, lui, c'est un petit loulou qui se développe bien. De toute façon, c'est un petit malin, mais il avait du mal un petit peu à trouver la motivation d'apprendre à l'école. Mais il a pris en maturité vers la fin. Il était vachement plus posé en cours et c'était chouette de voir que ça y est, il voyait un peu l'intérêt d'apprendre des choses à l'école. Et voilà, bon, j'espère que je prendrai de ces nouvelles. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas pris. Et après, la troisième fenêtre clinique dont je voulais vous parler, du coup, je vous avais expliqué que le CRESDA, du coup, il y avait les services, ça, j'en ai parlé, il y avait l'accueil de jour, avec l'unité où il y avait des unités d'enseignement, donc là où le jeune de 12 ans, je viens de vous parler, il était, et il y a la section aussi déficience auditive avec handicap associé. Et là, du coup, j'ai travaillé avec un jeune d'une dizaine d'années, avec une surdité profonde et un trouble du spectre autistique associé. Donc lui, il était bien planté aussi bien planté, donc 2 implants, avec des parents entendants. Donc lui, l'objectif, c'était l'oralisation, c'était de pouvoir parler. Et lui, ça a été... on s'est posé beaucoup de questions avec l'équipe parce que il voulait pas au début porter ses implants. Il refusait, il enlevait tout le temps. Je vous ai expliqué que la partie externe et interne était reliée par une antenne aimantée. Et lui, il les retirait tout le temps. Et donc, on se posait la question, on s'est posé 12 000 questions en fait. Est-ce que les implants fonctionnent ou est-ce que il y a une défaillance qui fait que ça lui fait un son désagréable ou douloureux? Est-ce que c'est lié à son trouble du spectre autistique? On sait que en termes de sensations, on sait qu'il peut y avoir des particularités. Donc, est-ce que c'est simplement lié à ça? On s'est beaucoup posé de questions. C'est un jeune aussi, tous les changements sont difficiles à gérer. Donc, est-ce que c'est juste qu'il n'a jamais entendu et le fait d'entendre, c'est trop d'un coup? C'était beaucoup de questions. On avait
2 ORL du coup dans la structure qui travaillent avec nous, qui ont voilà, fait leur travail de test, etc., qui nous ont bien expliqué que non, normalement les implants, enfin, il n'y avait pas de dysfonction, que normalement il n'y avait pas de souci là-dessus, qu'il entendait bien, que mais ça n'empêche qu'il retirait tout le temps ses antennes. Après, du coup, bah, même les éducateurs, tout le monde était là à essayer de faire en sorte qu'il les porte. Donc, il portait ses antennes, mais il avait bien compris comment fonctionnaient les piles. Donc, après, il retirait les piles. Et comme ça, il s'assurait qu'on voit bien qu'il y ait les antennes, sauf qu'il avait retiré les piles. Donc, plein de petites astuces comme ça, parce qu'il voulait pas les porter. Donc, c'est posé la question de bah, ok, c'est le projet des parents qui puissent parler, qui puissent porter ses implants, qui puissent percevoir le monde sonore, qui puissent. Mais si lui, il a décidé de pas les porter, à quel point est-ce qu'on doit le pousser à les porter tous ces questionnements un peu éthiques ouais, qui sont restés un peu en suspens. On s'est posé beaucoup de questions. Après, j'ai pas les réponses, mais c'est vrai que c'était délicat. À force, il a fini par accepter de les porter et même, en fait, c'est rentré dans son schéma, dans son quotidien, en fait, de mettre ses implants. Et même quand il les avait pas, il les réclamait à la fin. Donc c'est que c'était pas douloureux, mais c'était quand même questionnant tout ça. 10 ans. On a déjà un petit peu de retard. Est-ce que tu veux conclure sur ce cas ou est-ce que tu veux mettre la diapo d'après? J'ai fini. Après, je voulais vous parler de deux lectures que j'avais pu lire. Du coup, celui de droite, Les mots qu'on ne me dit pas, de Véronique Poulain. C'est autobiographique. Donc, c'est une femme qui raconte du coup, toute son enfance et son adolescence. Donc, elle entend, mais ses deux parents sont sourds. Donc, elle raconte avec beaucoup d'humour ce que c'est d'avoir vécu avec deux parents sourds à la maison, sourds signants. Donc elle est bilingue puisqu'elle a appris la langue des signes, elle a appris à signer avec ses parents et elle a appris à parler aussi. Et bon, si on lit la 4e de couverture, elle y va franco, elle est un peu... Elle raconte quand elle était ado et qu'elle ramenait des amis à la maison et elle les salue, elle dit salut bande d'enculés. Et puis ses parents ils viennent lui faire un bisou parce qu'en fait ils n'entendent pas. Enfin voilà, elle essaye de parce que ses copains ne la croient pas que que ses parents n'entendent pas. Donc voilà, bon, c'est rigolo, c'est un peu cinglant. Elle n'a pas toujours très bien vécu quand elle était ado, un peu cette différence, mais c'est hyper intéressant justement tout ce que je vous disais sur le quotidien des sourds qui font pas forcément attention au bruit parce que eux, bah, ils l'entendent pas. Donc toute son adolescence où elle voulait faire la grasse mat, où elle pouvait pas parce que ses parents faisaient un boucan pas possible quand ils se réveillaient, ou le fait qu'elle a entendu bah, ses parents faire l'amour régulièrement. Enfin, tout plein de choses. Voilà, plein d'anecdotes, mais c'est hyper intéressant. Et Emmanuelle Laborie, c'est aussi autobiographique et elle, pour le coup, elle est sourde et quand les implants sont arrivés, elle a refusé d'être implantée. Donc elle est très impliquée dans la culture sourde. Elle est directrice de l'IVT, c'est International Visual Theatre, pour le petit accent anglais, qui est un centre culturel voilà, qui propose tout plein de choses. Et vous parlez de la du fait que la langue des signes, c'est lié aussi à toute une culture sourde. Ils ont un drapeau. Il y a un drapeau sourd. Voilà, qui représente les 5 doigts de la main. Il y a le chant signe aussi, qui est du coup ouais. Le chant signe, du coup, c'est poser des signes sur une musique et c'est un mélange entre signer, danser avec une bande sonore ou non. Enfin, faudrait que vous alliez regarder. J'avais prévu une vidéo, mais si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Et voilà, bah après, aussi, je voulais vous dire, si jamais vous êtes amené
à travailler ou à rencontrer une personne sourde ou malentendante, des petites choses pour l'aider dans la vie de tous les jours. C'est faire attention à bien parler en face d'elle, qu'elle puisse s'appuyer sur les lèvres, faire attention à pas tous parler en même temps en réunion. Je me souviens, pendant mon stage, il y avait un enseignant spécialisé qui était sourd et on le savait. Pourtant, nous, en tant que professionnels, même nous, bien sensibilisés, on savait qu'il fallait pas tous se couper la parole, parler en même temps. En fait, on se rend compte que si on est attentif, on se rend compte qu'on le fait tous, tout le temps, parce que c'est dans les communications, il y a tout le temps des coupures, des reprises, et en fait, pour des personnes sourdes ou malentendantes, même si elles sont appareillées, même si elles sont implantées, ça reste quand même dur de suivre des conversations qui s'entrevauchent ou des conversations dans le bruit. Donc faire attention à ça, faire attention à pas être à contre-jour aussi, pour que la personne elle puisse voir vos expressions du visage, voilà, vos lèvres. Pas parler trop vite, mais pas ralentir exagérément non plus, puisque c'est des personnes qui ont l'habitude quand même de regarder les lèvres. Donc si vous faites des grandes grimaces, elles vont rien comprendre. Et voilà, surtout ne plus dire sourd-muet, mais sourd. Voilà, si vous avez des questions. Déjà, merci beaucoup. Merci. En tout cas, moi, quand je préparais cette intervention, j'ai appris plein de choses. La langue des signes était interdite. Les orthophonistes sont du côté du mal. Avant de passer la parole à la salle pour les questions, on avait une toute petite question à te poser. Il y a un moment où tu as parlé d'éthique. Alors, on a beaucoup parlé de l'éthique, en tout cas de la question de la coercition en psychiatrie. Et il arrive régulièrement qu'en psychiatrie, on soigne les gens malgré eux et ou malgré le désir de leur famille. On peut très bien s'y opposer si on décide que le soin passe avant, ou en tout cas, on n'a pas forcément besoin de l'autorisation de la famille. Et tu me racontais une vignette où un enfant donc, qui est sourd n'est pas implanté, en fait, parce que ses parents ne le veulent pas. Parce qu'eux-mêmes sont sourds, et donc il y a toute la question que tu disais de la culture sourde, et donc s'ils ont un enfant implanté, en fait, ça devient compliqué pour qu'il fasse partie de cette culture-là. Mais voilà, on voulait avoir ton avis là-dessus, et peut-être aussi d'un point de vue éthique, mais ton avis personnel sur ça, sur le fait que si les parents décident que leurs enfants ne soient pas implantés, ils ne le seront pas. Et donc, parce qu'il y a aussi cette idée que s'ils ne sont pas jeunes, ça ne marchera plus, en fait, ça, il faut le faire très jeune. Ça marchera plus, oui et non. Tu peux quand même au moins capter des choses dans ton environnement, apprendre à reconnaître des sons. Même si tu as passé le stade du développement du langage et de la parole, et tu peux quand même percevoir des choses de ton environnement, entendre des voix. Mais la question, en fait, en tant qu'orthophoniste, le plus important, c'est qu'une personne elle puisse avoir une communication et pouvoir exprimer ses besoins, exprimer ses envies, exprimer ses émotions, exprimer ses pensées. Et là, c'est un jeune garçon qui a une langue totalement construite qui lui permet d'exprimer tout ça, d'être en lien avec son entourage. Il est capable de se faire comprendre même. Il est très expressif, il a très bien compris qu'il y en avait qui signaient, d'autres qui signaient pas. Enfin, il a 12 ans et donc il s'adapte, il sait écrire des mots, il sait se débrouiller. Donc nous déjà en tant qu'orthophoniste, je vous disais, il y a la loi du coup Fabius qui laisse le libre choix d'une orientation soit bilingue, langue des signes, langue écrite française, soit langue orale. Donc à partir de là, c'est régi par une loi. Donc les parents ont choisi. Nous, on doit adapter le projet, on doit construire le projet avec la famille. Donc, et donc on s'adapte, on adapte nos objectifs. Et puis oui, c'est un jeune du coup qui peut s'exprimer. Donc moi, je vois pas le problème.